Laetitia, commencez. Merci Mireille. Bonjour tout le monde. Malheureusement, je ne vous vois pas. Je vois qu'il y a 19 personnes avec moi ici. Merci pour l'invitation, ArtVest Montréal. Quand j'ai reçu l'invitation de Mireille pour faire ces webinaires, c'était un peu comme euh, qu'est-ce que je vais dire? Les titres, ils parlent de plusieurs choses. On peut aller n'importe où dans ces sujets. Mais je vais essayer de cibler les points que je trouve qui sont intéressants pour vous. Mais comme Mireille elle a dit à la fin, vous pouvez poser des questions. S'il y a des choses que je n'ai pas dit qui sont intéressantes pour vos organismes, vous pouvez poser des questions et ça me ferait plaisir de vous répondre. Comme j'imagine que vous avez déjà noté, moi, j'ai deux accents. J'ai un accent québécois, mais aussi un accent qui vient du Brésil. Moi, je suis brésilienne à l'origine. Ça fait 5 ans et demi que je suis ici à Montréal. Je travaille dans plusieurs organismes, non seulement en tant qu'artiste, j'écris pour les théâtres, je fais la traduction des théâtres, mais aussi je travaille en tant que chargée de projet dans la production, dans la communication, marketing et administration. C'est qui m'a un peu donné une espèce de pouvoir magique, non seulement de regarder mon pays d'un œil extérieur, de voir les expériences qu'il y en a eu au Brésil dans les 10 dernières années où j'ai travaillé là-bas dans les domaines culturels au plus, je pense. Mais aussi de voir ce qui existe ici à Montréal, au Québec, au Canada et qui peut travailler ensemble. Moi, je ne suis pas la personne qui a toute la connaissance. Au contraire, j'aimerais avoir les occasions dans les marchés de vous rencontrer et échanger avec vous. Je vais parler de ma pratique, de mon expérience, mais c'est sûr que je suis certaine que vous avez aussi des autres pratiques et connaissances que j'aimerais aussi connaître et qui pourraient être ajoutées à ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, sans tarder, on commence. Je vais passer premièrement au premier slide où je vais parler du contenu de la séance. On va parler premièrement du objectif du webinaire, la définition des commandites au moins pour savoir que tout le monde est dans la même ligne de pensée avec moi, les défis des organismes, surtout des petits organismes qui cherchent des commanditaires, les étapes à suivre selon les processus dès le début jusqu'à la fin et les processus qui continuent, comment découvrir ton public, comment trouver l'information par rapport à ton public, c'est quoi l'espace unique d'une marque, les positionnements, l'exemple concret que j'ai apporté ici pour ces webinaires, les dossiers rapports des commandites et aussi les moments de questions et réponses, comme Mireille a bien dit. Alors, l'objectif du webinaire, c'est aider les organisations dans les domaines social, économique ou ethnique, en plus de leurs missions liées à l'art, qui ont des difficultés ou même qui ont déjà une pratique à obtenir des commandites, mais veulent mettre en valeur cette pratique et avoir plus de facilités et plus d'outils pour trouver des commanditaires. Et aussi faire connaître votre public et votre communauté à vos commanditaires. Ce que vous irez voir dans ces webinaires, c'est que moi, je vais cibler parfois les commanditaires et comment on parle avec lui, mais aussi comment on parle entre nous et c'est quoi notre image à nous-mêmes. Parce que parfois, on pense qu'on sait clairement ce que l'organisme, c'est quoi la mission de l'organisme, quelles sont les valeurs, mais quand on va apporter cette connaissance à une autre personne, à un commanditaire, parfois, ce n'est pas clair pour lui parce qu'il n'est pas dans l'organisme comme nous. La définition de commandite. Une entreprise donne de l'argent pour financer une activité d'un organisme et bénéficie en retour de la publicité ou de la promotion de son image de marque, de ses produits ou de ses services. Ça, c'est un point intéressant pour moi parce qu'en réalité, quand on pense à commandite, parfois, on a un peu la peur de chercher ces commanditaires parce qu'on croit que c'est comme on cherche de l'argent, ça c'est sûr. On cherche du financement pour nos activités, pour nos projets. Mais en réalité, c'est qu'on va construire au fil du temps, c'est une relation en partenariat. C'est pas seulement nous qui cherchons quelque chose, mais eux aussi, ils cherchent quelque chose. Parfois, ils ne savent pas que nous, on peut les aider avec cette recherche qu'ils ont.
mais c'est un échange, c'est une relation gagne-gagne. Et quand on pense de cette façon, c'est plus facile de faire la communication, de chercher des contacts et de faire des rencontres où quelque chose peut se firmer entre vous. Alors, d'un côté, l'organisme a besoin d'une ressource financière pour accomplir sa mission, ses objectifs, ses projets ou même sa pérennité. Et de l'autre, les commanditaires visent à augmenter ses ventes, sa notoriété ou développer un nouveau public. Et ce sont ces trois points, ou même il y a plusieurs points qu'on peut ajouter là-dedans qui vont nous faire vendre notre compagnie, notre entreprise à ces commanditaires et dire, écoute, si ta marque, elle est liée à mon projet, à ma mission, à mes valeurs, elle va avoir plus accès à son public, elle va augmenter ses ventes ou même sa notoriété. Deux points importants. La commandite ne donne pas droit au crédit d'impôt pour des dons de bienfaisance. Ça, c'est une autre chose. On cherche vraiment de l'argent de marketing, disons, comme c'est une quota que normalement les entreprises ont déjà planifié pour la notoriété, les publics et les ventes. Et le deuxième point, la commandite n'est pas un don. C'est exactement une relation de gain-gain, comme j'avais bien dit. Ils ne donnent pas de l'argent sans attendre quelque chose. Ils attendent, oui, une chose, et c'est cette chose-là qui nous, on doit penser comme la plus importante pour cette relation. Mireille, seulement un point que j'ai oublié de te dire, s'il y a des questions qui sont pertinentes au slide, toi, tu peux m'interrompre et moi, je peux ajouter des choses dans les slides. OK, parfait. Donc, si les participants, vous avez des questions, écrivez-les dans les questions-réponses. Puis, selon le flow, ben, je vais pouvoir les transmettre à Laetitia. Donc, voilà, vous connaissez, je pense, déjà le petit onglet questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, puis on y va. Puis, si j'ai des idées en cours de route, Laetitia, je vais y aller avec toi. Donc, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de la définition de la commandite dans les webinaires précédents, mais n'empêche que c'est toujours bon de revenir à ça, de revenir à la base. Donc, je te laisse poursuivre. Parfait. Mais en fait, je fais une petite introduction pour rentrer dans le marketing. C'est le plus important de la thématique, mais je voulais mettre les termes en ordre seulement pour arriver au but. Quels sont les défis des organismes? Les premiers défis, mon impression est que l'insensibilité culturelle et sociale de certains commanditaires, eux, ils préfèrent donner cet argent, échanger cet argent dans des autres activités et actions que de faire en commandite, de commanditer un projet, parce qu'ils ne savent pas exactement la valeur culturelle et sociale d'engager là-dedans. Le deuxième point, c'est le manque de connaissances par rapport aux résultats que les projets peuvent apporter à la marque. Et ça aussi, c'est une mission des organismes dans un sens que c'est à nous de montrer ce que les projets peuvent apporter à la marque. Et ça, c'est une chose que normalement, on ne prend pas beaucoup d'attention quand on fait, par exemple, un dossier de commandite. Parce qu'en réalité, c'est que le commanditaire veut savoir combien ça coûte et qu'est-ce que ça va me donner. C'est vraiment une relation plus argent versus résultat. Et mon impression et dans ma pratique, j'ai toujours ajouté un slide qui parle des résultats prévus pour le projet en soi, la mission du projet en soi, parfois des résultats sociaux, l'impact culturel, l'impact à la société, mais aussi les résultats dans un point de vue du commandite. Qu'est-ce qu'on peut donner au commandite à partir du moment qu'il travaille, au commanditaire à partir du moment qu'il travaille avec nous? Le troisième point, c'est la difficulté de cibler les bons contacts. Et là, une chose que je vois souvent qui se passe au Brésil principalement, c'est qu'au lieu de chercher des entreprises qui n'ont jamais fait de commandites, on travaille avec les commanditaires qui sont déjà dans les marchés parce qu'eux connaissent déjà les processus. Mais en réalité, quand on fait ça, on a beaucoup de concurrence parce que d'une certaine façon, tout le monde fait ça. Alors, c'est comme, moi, je vends une affiche d'un projet qui est similaire à mon projet, qui ça se passait, ça fait comme 2 ans, 3 ans. Et là, je nomme ces commanditaires et je cherche leurs contacts et je leur propose de commanditer mon projet. Mais
c'est sûr que plusieurs personnes font ça. C'est une stratégie commune. Et moi, je ne dis pas de ne pas le faire, mais je dis que le plus intéressant, c'est quand on trouve un commanditaire qui n'a jamais commandité avant, quelqu'un que ne savent pas même les résultats qu'un projet culturel peut apporter à sa marque. Parce que là, c'est comme une relation qui commence de zéro et qui va être construite sans les questions qui ont été déjà mises sur la table par les domaines culturels en soi. Alors, quand vous irez faire cette liste d'entreprises que vous pouvez chercher en tant que commanditaire, moi, je vous suggère fortement d'aller hors la zone de confort, hors les communs. Et ça va, si je fais comme un brainstorming en équipe pour découvrir qui sont les entreprises qui peuvent participer avec nous de ces projets. C'est un peu ça les buts. Et là, trouver des noms qui n'ont jamais été pensés avant et qui peuvent non seulement vous aider avec vos projets, mais aussi avoir des résultats par rapport à leur marque. Je trouve vraiment que c'est un bon point que tu apportes, Laetitia, de oser aller vers aussi des entreprises, peut-être des entreprises locales qui ont jamais commandité. C'est audacieux, mais je pense que c'est vrai que c'est des choses, c'est peut-être là où les relations peuvent durer le plus longtemps et être le plus profitables au final. Donc, je trouve que c'est un peu pareil ici aussi. Le marché et c'est exactement comme quand tu arrives dans une rencontre et là, tu vas dire comme qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu es là. C'est le moment de la relation, de la construction de la relation. Comme moi, je parle souvent de ça avec mes amis. Quand on arrive au Québec en tant qu'immigrante, on commence à zéro. On n'a pas de contact. Et c'est un peu ça le processus. C'est comme comment établir cette relation, que c'est une construction au fil du temps. L'amitié, la famille qu'on va créer ici, c'est un peu ça les commanditaires aussi. Moi, je vois qu'il y a une relation. C'est sûr que parfois, dépendamment du type d'entreprise avec qui vous irez parler, c'est une relation strictement professionnelle et plus comme carrée déjà parce qu'ils ont déjà leur processus, première étape, deuxième étape, contrat et tout ça. Mais quand tu parles d'un organisme qui n'a jamais fait ça, c'est à vous de devenir une espèce de guide pour dire comment on va travailler ensemble. Est-ce que c'est confortable pour vous? Est-ce que c'est confortable pour nous aussi? Et comment cette relation va être construite au fil du temps. Et le quatrième point, c'est la manque des priorités, des temps, des ressources, des excuses au sein de l'organisme. On sait que ça, c'est partout dans le monde. On travaille dans des petits organismes normalement avec une équipe réduite qui fait plusieurs choses. Chaque personne a plusieurs chapeaux. Et on est toujours dans les rushs. On est toujours en train de réduire les incendies qui apparaissent au fil de notre course. Et on oublie ou parfois on n'aime pas faire ça. Ça, c'est vrai. Comme nous, on travaille dans un domaine artistique à la base. Parler de l'argent, négocier, même faire un budget, ce sont des choses qui, on sait que sont nécessaires, mais parfois on dit « Ah non, mais je fais ça la semaine prochaine » et on postule et ça ne devient pas une priorité. Et à la fin, on sait que l'argent est en priorité parce si on n'a pas d'argent, l'organisme ne va pas fonctionner et les projets ne vont pas être produits. Alors moi, je dis que parfois, on utilise ça comme des excuses et il faut comme créer une espèce d'objectif précis au sein de la compagnie. Comme moi, je vais chercher au moins 3 contacts différents par semaine. Disons, comme faire un objectif précis dans les structures de l'organisme et avoir ça dans la tête parce que c'est une chose qu'on n'arrête jamais. Il y a toujours des compagnies qui commencent, qui apparaissent et c'est une opportunité aussi de dire comme, OK, tu viens d'ouvrir un nouveau business ici, on voit que le business marche très bien. Alors, j'ai une proposition à te faire et c'est une priorité pour nous en tant qu'organisme. Les ressources, c'est toujours les ressources humaines. Que nous, on travaille on a plusieurs chapeaux et là, c'est qui va être les responsables, qui sont les responsables. Parfois, il y a des organismes qui font des rencontres mensuelles pour dire comme, aujourd'hui, on va parler de commandite et là, faire le brainstorming pour dire quelles sont les compagnies qu'on pense qui pourraient participer avec nous de ces projets artistiques. Alors, les étapes à suivre, moi, je commence en haut. Je ne sais pas si vous voyez mon petit
la flèche. Mais on commence avec les publics cibles. Je vais parler un petit peu plus au long du webinaire parce que ça, c'est vraiment important pour moi et c'est où tout commence. Après, on va parler de l'espace unique d'une marque. Et là, on rentre dans les étapes que vous connaissez déjà très bien. Premièrement, la création d'un dossier de commandite et liste d'entreprises cibles avec la mission, vision et valeur ensemble. Et là, je vais parler un petit peu des créations d'un dossier de commandite à la fin de la présentation, mais par rapport à la liste d'entreprises, comme j'ai dit, moi, j'aime ces types de processus de brainstorming dans l'équipe. Mais ce que je fais, c'est moi, j'ouvre un Excel simple. Dans la première colonne, je mets le nom des entreprises qui, je pense, qui vont être intéressants, sans jugement. Pourquoi et je mets les noms de chaque entreprise que chaque personne de mon organisme a dit. Dans la deuxième colonne, je dis pourquoi cette entreprise. Parfois, c'est grâce à la mission, grâce aux valeurs, grâce à la vision. Parfois, c'est parce que moi, je connais une personne qui travaille dans cette compagnie et elle connaît mon travail et elle pourrait m'ouvrir des portes et elle fait confiance à mon travail. Parfois, c'est parce que moi, j'ai vu une pub où elle a dit une phrase qui est complètement connectée à mon nouveau projet. Ça dépend vraiment, mais pour moi, c'est intéressant de mettre cette deuxième colonne pour savoir pourquoi on a choisi cette entreprise. Et quand on va faire une première rencontre pour parler de nos projets, c'est là qu'on va utiliser cette deuxième colonne pour dire comme moi, je suis ici parce que j'ai vu ta mission et elle est complètement liée, elle a un lien très fort avec la mission de ma compagnie. Alors, pour moi, je pense que cette deuxième colonne est la plus importante. Troisième colonne, le nom de la personne source. Quatrième colonne, les courriels, après les téléphones. Et après ça, moi, je mets des suivis qu'on fait au fil du temps. Alors, les premiers suivis, c'est comme quand étaient les premiers contacts. Normalement, moi, je fais jamais l'envoi de projet. Ce que je fais, c'est comme je cherche de toute façon et avec toutes mes forces une rencontre parce que c'est les moments où tu vas être en face de quelqu'un et tu vas pouvoir parler avec beaucoup de conscience de ton projet artistique, de ta mission, de tes valeurs, qu'est-ce que tu peux apporter à cette compagnie. Alors, je pense toujours à une rencontre en personne. La première colonne est les premiers contacts par courriel ou par téléphone. La date, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, c'est quoi les plans. Deuxième colonne, c'est la rencontre et qu'est-ce qu'ils nous a apporté. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose qui sont intéressants? Est-ce que je peux ajouter quelque chose dans cette rencontre? Et là, on continue à mettre des colonnes par rapport à ce qu'on fait avec chaque contact. C'est que moi, je fais dans ma pratique, moi, je travaille avec des commandites au Brésil et mon point était, à la fin de la rencontre, moi, je demande déjà une suite, soit une date qu'ils pensent qu'ils vont avoir le temps pour me répondre, ou sinon, moi, je propose un temps comme est-ce que je peux rentrer en contact une autre fois dans 7 jours pour savoir si vous avez parler de ça avec vos directeurs ou avec la compagnie en soi pour me donner une rétroaction ou non. Et quand j'arrive chez moi après la rencontre, j'envoie déjà un courriel pour dire merci de m'avoir rencontré. J'espère qu'on va se parler bientôt et je planifie déjà une date. Et cette date, je mets dans la troisième colonne de suivi pour dire comme, OK, c'est dans cette date que je dois parler une autre fois à cette personne si elle ne m'écrit pas jusqu'à cette date-là. C'est à nous de faire les suivis. Je sais que c'est un peu agressif, mais c'est seulement un courriel et c'est seulement pour savoir comme, c'est quoi la réponse. Parce qu'en fait, parfois, on a peur d'écrire aux commanditaires parce qu'on a peur de recevoir les noms, mais moi, j'ai appris que les noms est plus intéressant que le peut-être, parce que les noms, c'est OK, je passe à une autre entreprise parce que cette entreprise ne veut pas en ce moment. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas dans un autre moment. Et là, je peux comme garder cette liste comme mon petit trésor pour des prochains projets que je vais faire aussi. Et cette relation, elle doit être en continu. C'est pour cette raison que moi, j'ai mis le cercle des étapes. J'ai une question pour toi, Laetitia. Oui. Lorsque tu as un nom, est-ce que tu cherches à savoir pourquoi?
C'est-à-dire, est-ce que tu cherches à savoir si c'est à cause du projet, si c'est à cause d'une question de timing ou si c'est parce que la proposition, le montant convenait pas euh, ou, euh, ou encore tu laisses aller puis tu dis, OK, j'ai pas la réponse, mais est-ce que... Là, c'est intéressant parce que je peux faire une parallèle entre le Brésil et le Canada. Hmm. Au Brésil, c'est normal qu'on reçoit les noms, point, sans réponse, sans rétroaction, sans feedback. Ici, normalement, quand les noms arrivent, ils arrivent déjà avec une réponse. Parce que dans la société d'où je viens, je pense qu'ici, moi j'aime ici, parce qu'ici c'est plus doux. Et aussi, comme je suis désolée de t'avoir dit en non, mais je t'ai dit pour cette raison. Si la raison est là, normalement, la raison nous donne déjà des réponses pour la suite. Par exemple, moi, tout l'argent de cette année a été déjà planifié pour des autres projets, ou on n'a pas d'argent cette année, ou la mission n'est pas liée à ce qu'on veut en tant qu'objectif marketing. Et là, s'ils disent, par exemple, l'argent est fini, moi, j'envoie un autre courriel pour demander, normalement, c'est quand que vous faites vos budgets, quel est le meilleur moment pour parler avec vous de mes projets futurs. Et là, je mets cette date aussi sur ces grands tableaux. Et là, je mets la date sur l'agenda Google pour avoir un rappel et pour les envoyer un courriel pour dire salut. Je me rappelle qu'on s'est parlé l'année passée et c'était le moment de budget et tout ça. Et je peux créer cette relation parce que je sais déjà quand ils parlent des budgets dans la compagnie. Ça, c'est quand ils donnent la réponse. Et s'ils disent ton projet n'est pas ciblé avec les valeurs qu'on cherche pour le marketing de cette année, OK, là, je comprends, je remercie et j'espère. Bon, ça dépend comment il répond. Et là, on a toujours une façon de continuer la relation. Je ne veux pas qu'on continue à envoyer des courriels pendant des mois et des mois, mais c'est surtout comme savoir quand on finit cette relation pour un instant et quand on recommence une autre fois pour l'année prochaine, disons, pour des nouveaux projets qu'on va faire. Quand ils ne donnent pas la réponse, ici, c'est pas commun, sauf si c'est comme des appels, des projets que nous, on remplit en formulaire et c'est déjà dit, on ne donne pas de rétroaction, ce type de choses. Mais quand il dit non dans un courriel sans avoir comme un autre justificatif ou une rétroaction, moi, pour répondre à ta question, oui, je fais une petite demande. Et j'ai dit comme nous, on veut évoluer dans notre relation avec les futurs commanditaires et j'aimerais savoir si tu as le temps de me donner une rétroaction. Je me mets à disposition d'aller dans les bureaux et dire comme ça. Une autre chose intéressante, c'est les temps. Parce qu'on parle des compagnies et des entreprises qui, eux aussi, ils ont toute une structure et ils sont en train de travailler là-dedans dans des différentes choses. Et quand on arrive, on dit « Salut, j'ai un projet », ils disent « Oh mon Dieu, c'est du travail ». Nous, on donne du travail à ces organismes-là. Et ce que je fais, c'est comme réduire le travail que je vais donner à eux et aussi planifier le temps. Alors, quand j'ai dit « J'ai besoin d'une rencontre avec toi », j'ai dit « Ça ne va pas prendre plus que 30 minutes ». J'ai dit déjà dans mon courriel pour dire comme je vais être vite, je vais aller dans mes objectifs et c'est fini. Mais je sais que c'est une relation importante pour vous. J'ai quelque chose d'important à vous proposer, un partenariat gagne-gagne. Alors, pour revenir à ta question, oui, je pose la question tout le temps. Et la pire chose qui peut se passer, c'est de ne pas avoir une réponse. Et OK, j'écris sur mon Excel, je n'ai pas eu de réponse. Et ça ne me dérange pas de les écrire l'année prochaine pour dire on a eu une relation l'année passée, ça se passait comme ça, nanana. Est-ce qu'on peut avoir une nouvelle rencontre pour des nouveaux projets, pour de nouveaux partenariats? Voilà. C'est un peu comme aller vers l'autre parce qu'en fait, c'est une relation gagne-gagne, comme j'avais dit. Et c'est pas, on ne demande pas une faveur, on ne demande pas comme. C'est quelque chose qui va apporter de la valeur à l'entreprise. Après tout ça, on va aux rencontres, comme j'ai dit, accompagnement et rétroaction, c'était ça que j'étais en train de parler. Là, si on reçoit le fameux et le désiré oui, on a un contrat, et ça, c'est un autre point qui pour moi, c'est vraiment important. Ici, je sais que parfois, on fait des pratiques d'échange de courriels, mais qui maintenant a de la valeur juridique, entre guillemets, mais je dis toujours fais un contrat. Premièrement, parce que là-bas, ça va être clair que c'est une relation gagne-gagne. Alors, il va avoir comme les responsabilités
de l'entreprise, de l'organisme, de la compagnie. Et de l'autre côté, il va avoir les responsabilités du commanditaire. Et la deuxième chose, et je pense que c'est la plus importante, c'est qu'est-ce que nous, on va donner de notre part, comme quelles sont les contreparties liées à l'argent que la compagnie va nous donner et comment cet argent va être apporté sur notre compagnie. Parce que parfois, il y a des compagnies qui disent « je vais te donner tout l'argent d'une seule fois ». Il y a des compagnies qui vont dire « je vais te donner 50% au début, 20% au milieu et 10% après les rapports finaux ». Et nous, on a besoin de ces dates pour planifier nos budgets, pour savoir comment on va travailler dans nos projets. Alors, même si la compagnie dit, on n'a pas besoin de contrat, on est des amis, la relation est vraiment cool. Non, oui, je veux faire un contrat. Et si l'entreprise ne veut pas le faire, vous pouvez le faire vous-même et proposer ces contrats au commanditaire. Après ça, c'est la réalisation du projet. Oui, on a reçu l'argent, on va faire ce qu'on veut. C'est ça qui, pour nous, c'est le plus important au sein de la compagnie, c'est les côtés artistiques. Mais aussi, c'est dans ces moments-là qu'on va commencer à faire d'une sorte que la relation avec les commanditaires soit plus forte et plus profonde. Une chose qui, moi, j'ai compris au fil du temps, c'est que les entreprises, surtout les directeurs marketing, les coordinateurs, les assistants, les stagiaires, ils aiment ce qu'on fait, mais ils ne savent pas exactement comment on le fait. Alors, nous, on pense toujours, je vais donner des billets pour la première, mais parfois, ils vont aimer plus d'être invités en général ou d'aller dans les coulisses ou dans des rencontres des directions artistiques, des discussions, les moments où les artistes vont essayer leur costume que d'aller à la première. C'est sûr que la première est importante, c'est les moments conviviaux de célébrer ces moments, mais je pense que vous pouvez ajouter dans vos projets des commandites, toute cette partie coulisses, arrière-scène. Je parle plutôt des expressions de théâtre parce que moi, je viens du théâtre, mais c'est sûr qu'on peut faire ça dans les galeries, dans des projets de musique aussi, c'est pareil. Mais profitez de cette ambiance de vos échéanciers en sachant que vous ne voulez pas déranger les processus artistiques en soi, mais quels sont les moments où on peut être ensemble avec ces commanditaires, avec cette équipe, avec cette entreprise pour dire, écoute, vous êtes bienvenus dans ces projets, c'est grâce à nos travaux ensemble qu'il est possible. Et je vais vous montrer où cet argent s'en va. C'est comme, moi, j'ai dit souvent que les gens ne savent pas qu'on doit laver les costumes. Et c'est sûr qu'ici, ça, c'est une autre chose différente parce qu'ici, on a des laveuses et ces choses dans les théâtres, mais au Brésil, on n'a pas ça. Et on doit normalement faire on fait des commandites avec les compagnies, des entreprises qui font des lavages. Mais c'est un peu ça, comme montrer ce qu'on fait, parce que parfois, ils pensent, ce sont des artistes qui rentrent sur scène, mettent des vêtements, parlent des textes, il y a des éclairages et tout ça, et point. Mais non, il y a beaucoup de choses qui se passent avant et qui est intéressant de démontrer aux commanditaires. Et finalement, la relation à long terme, ça veut dire que même quand le projet est fini, ça continue. Et normalement, on pense par projet, mais on est en compagnie, on a nos objectifs et parfois on travaille dans les cycles des projets. Mais cet commanditaire, il a décidé de travailler avec vous, non seulement parce qu'il a aimé les projets, mais aussi parce qu'il a aimé la mission, les valeurs et la vision de la compagnie. Alors, comment être ensemble avec eux tout le temps, soit dans les rencontres des fins d'année, soit des rencontres conviviales avec des autres organismes pour parler du futur de la compagnie, pour montrer l'équipe, mais aussi comme des infolettres ciblées pour les commanditaires qui font en sorte qu'il y a une communication au fil du temps pour ne pas dire comme moi, j'ai parlé avec mon commanditaire en janvier, il m'a donné l'argent, j'ai fait les projets, je l'ai oublié pendant toute l'année et là, l'année prochaine, je vais lui demander de l'argent une autre fois. Et là, il va dire, mais écoute, j'ai complètement oublié qu'on avait un projet ensemble parce que moi, je n'ai pas vu que ça se... Bon, j'étais la première, mais finalement, on n'a pas continué les contacts, on n'a pas poursuivi les contacts. Mais c'est comment créer cette relation au fil du temps pour dire comme, allô, je suis là. C'est un peu comme, salut, oublie pas moi parce que dans un moment donné, je vais te demander quelque chose. Il y a une expression qu'on utilise souvent dans le marketing en ligne, dans des ventes
dans les côtés numériques qui est à la mode en ce moment et qui est en croissance, qui est les, comment on dit ça, les funnels. Tu sais, Mireille, Oui. comment, tu sais, quand tu as un liquide que tu vas mettre dans une bouteille, tu mets quelque chose ici pour ne pas... Un entonnoir. Un Voilà, entonnoir. un entonnoir. Donc, c'est d'avoir une vision en entonnoir de la Oui. communication? En fait, ce qui se passe, c'est que quand on parle des ventes en ligne, et moi, je fais en relation avec les commanditaires, seulement quand on offre un produit à quelqu'un, il y a une étude qui dit que seulement 3% des gens sont prêts à l'acheter quand on offre ces produits. Et comment on fait pour augmenter les 3%? On doit faire une relation plus forte avec cette personne. Ça veut dire qu'on va dans les entonnoirs, Dans l'entonnoir? dans l'entonnoir, on donne du contenu tout le temps, gratuitement. On parle de nous, on parle de notre relation, on parle de ce qu'on fait, mais sans demander rien. On donne tout le temps. Et là, c'est comme si l'entonnoir, il est rempli. Et là, seulement les 3 personnes qui descendent, qui coulent. Mais si tu mets beaucoup de personnes dans cette contenant, il y a plus de personnes qui vont descendre. Et là, il y a beaucoup de façons de faire ça, mais c'est un peu comme, qu'est-ce que je peux donner à cette personne? Et ça marche aussi même pour notre public. Comment augmenter notre public? C'est comme, je donne, je donne, je donne, je donne. Dans un moment donné, ils vont dire, ah, mais il m'a donné autant de choses que là, c'est mon moment de donner aussi. Et ça s'appelle la réciprocité. À partir du moment que j'ai beaucoup reçu, moi, je me sens obligée de donner. Et cette relation à long terme avec les commanditaires, il y a aussi cette métaphore, c'est comme tu donnes beaucoup, tu donnes parfois des occasions d'être ensemble, des billets, même si ce sont des billets pour des autres projets qui ne sont pas là-dedans, parce que ce n'est pas parce que les commanditaires a dit un non qui, dans le futur, il ne va pas dire un oui. Alors, si vous avez, c'est sûr qu'il est en limite, mais si vous avez l'occasion d'inviter tout le monde qui a dit non au début, et dire comme, écoute, moi, je continue, ils vont voir les projets, ils vont voir ce que vous faites, ils vont voir l'évolution de la compagnie. Et dans un moment donné, ils vont dire, OK, je dois dire un oui à cette compagnie. Ça marche pour les demandes de subventions, ça marche pour la vie personnelle, ça marche pour tout. C'est comme une façon de créer une relation. Ça marche pour les mariages. C'est un peu ça, comme tu donnes, tu donnes, tu donnes. C'est pas ça que je veux dire, comme on attend quelque chose, mais c'est un peu, c'est ça la relation, c'est comme, quand tu as quelqu'un qui te donne, c'est la gratitude, c'est un peu ça. Dans un moment donné, tu vas dire, écoute, c'est mon moment maintenant parce que j'ai beaucoup reçu de cet organisme. Et là, je pense que si je ne peux pas m'engager en tant que commanditaire, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux lui donner un contact? Est-ce que je peux lui mettre en contact avec une autre compagnie? Parce qu'il y a aussi cette relation entre compagnies aussi. Et là, les cycles continuent. On recommence un projet, création d'un dossier, liste d'entreprise, qu'on a déjà quelque chose déjà plus concret à partir de la première année, rencontre, accompagnement et rétroaction. Et comme j'ai dit, moi, je n'envoie jamais les projets par courriel. Oui, après la rencontre, mais normalement, ce que je fais, c'est comme je fais un premier contact par téléphone ou par courriel pour dire je veux vous rencontrer en personne. Et là, dans cette rencontre, je montre les projets, je fais la présentation, je montre de la vidéo, les outils que j'ai. Et après ça, je les envoie par courriel, tout ce que j'ai montré dans la rencontre pour les avoir en main. Et là, ça continue. Petit gorgée. C'est super intéressant ce que tu as parlé du point de vue entonnoir parce qu'en fait, toi, tu es spécialiste en marketing, mais particulièrement spécialiste en marketing numérique. Donc, c'est quand même des notions très utiles en ce moment. Et c'est aussi comme, il y a beaucoup de différents commandes pour trouver ces personnes-là. La rétroaction est une. L'autre qui est vraiment commun en marketing et que j'aime beaucoup, c'est la fin tu sais, quand tu cherches un hôtel et là, il dit, il reste 3 places, ou quand tu vas acheter un billet d'avion, il reste 4 places. Malheureusement, c'est pas vrai. C'est un outil de marketing pour faire d'une sorte que la personne va décider de le faire parce que ça va finir bientôt. Il n'y a pas beaucoup c'est comme, il reste 3 billets
c'est ton commande marketing pour faire les gens prendre une attitude. OK. Juste avant que tu passes à la prochaine, j'ai une question de Karim qui demande comment arrivez-vous à sécuriser une entrevue? Comment arrivez-vous à sécuriser une entrevue? Je pense que... À sécuriser une entrevue dans le terme que je vais avoir accès à cette rencontre, c'est ça? Je présume que oui. Ouais, j'imagine que c'est ça. Mais parce que moi, j'ai peur de cliquer ici. Je vois les petites... Est-ce que je peux cliquer ici? Oui, c'est ça. Donc, c'est exactement ça. Comment arrivez-vous à garantir OK. Mais en fait, il y a des gens qui vont être plus ouverts que des autres. Et c'est pour cette raison que moi, je fais de brainstorming et je fais une longue liste. Pour te donner un exemple, c'est sûr qu'au Brésil, c'est différent d'ici parce qu'on a plusieurs entreprises, on a une communauté plus large, mais ça m'est déjà arrivé de faire 250 contacts par mois. Avoir une liste de 250 entreprises pour avoir, disons, 5-6 rencontres. Alors, ça, c'est une chose, c'est la quantité, mais c'est la quantité avec de la qualité, c'est sûr. Et tu vas avoir des noms. Ça, c'est sûr et certain que tu vas avoir des noms, des gens qui disent « Ah, mais non, j'ai pas le temps, est-ce qu'on peut… » C'est sûr que quand on commence à utiliser les bons mots, et ça, c'est un peu des copies aussi de storytelling, disons, qu'est-ce que je vais écrire dans ces courriels en sorte qu'ils n'ont pas de sortie? C'est un peu comme, ça ne va pas prendre trop de temps, c'est un partenariat, c'est quelque chose d'important pour vous, on a la même mission, c'est comme trouver un peu, dans les ventes en ligne aussi, on parle de ça, c'est la lettre des ventes, comment penser à toutes les réponses que cette personne va me donner et déjà écrire toutes les réponses contraires dans mon courriel ou dans mon téléphone. Moi, je fais des scripts pour l'appel téléphonique aussi, comme quels sont les points que je vais dire et comment, dans quel ordre, d'une sorte qu'ils ne vont pas dire non. Mais c'est sûr que même si on planifie tout ça, parfois, ils vont dire non. Alors, ce que je fais pour essayer de ne pas avoir ces noms, c'est premièrement la quantité avec la qualité, comme trouver plusieurs noms d'entreprise. Et parfois, on pense, ah, j'ai besoin de 5, 6, 7, mais si tu as une bonne entreprise qui va dire les bons oui, ça va déjà. Sauf que pour trouver ces bons oui, parfois, tu vas envoyer 250 contacts avant. Et moi, je dirais que c'est la quantité avec la qualité et aussi les storytelling, les copies de la communication. Un bon courriel qui dit déjà comme « Ah, la personne va dire qu'elle n'a pas le temps, alors je vais dire que ça dure seulement 20 minutes. Elle va dire qu'elle ne peut pas me rencontrer, je vais dire que je vais y aller où elle est, dans un café, dans les bureaux, n'importe quand, n'importe où. Si elle n'a pas de date, moi, je peux dire que je suis disponible même à la fin de semaine. » Quelles sont les réponses qu'elle peut me donner? Moi, je vais dire déjà comme « Moi, je suis prête à te rencontrer et je suis certaine que ça va t'apporter de la valeur. » C'est un peu ça que je fais, mais ça n'empêche pas qu'on reçoit un nom et c'est normal. Ça fait partie du travail. Je pense que j'ai pas mal répondu. Sinon, on peut retourner à la fin. Bien, je pense que oui, je sais ce qui s'en vient, tu vas parler du public. Alors, continue là-dessus. J'ai hâte d'entendre la suite. Tout est tellement intéressant. Cool. Alors, dans les slides précédentes, je parle de public cible et pour moi, c'est la partie plus importante qui est même hors les cercles, on a 3 publics différents au sein de notre compagnie. Le premier, c'est mon public présumé. C'est les gens qui on pense qui sont notre public en réalité. Les gens qui on croit qui aiment notre compagnie, qui sont d'accord avec nos objectifs, avec nos valeurs et tout ça. Mais normalement, si on ne fait pas une recherche, il y a des erreurs là-dedans. Surtout parce que non seulement à Montréal, mais aussi au Brésil, il y a aussi une connexion culturelle très, très forte qui fait d'une sorte que notre public est aussi nos concurrents et aussi des autres compagnies qui font la même chose que nous parce que nous, on se rétroalimente entre nous. Alors ça, c'est un public présumé, mais c'est un peu faible parce qu'il n'est pas vraiment le public de nos projets, mais c'est aussi des gens qui sont intéressés. Qui est vraiment notre public? Alors, c'est la recherche qu'on doit faire pour découvrir qui est ces publics-là.
Et après, qui peut devenir mon public? Ce sont des gens qui ne sont pas encore, qui ne savent pas qu'est-ce que je fais et qui peuvent devenir mon public. Mireille, je vais cliquer ici, il y a des choses qui apparaissent. Moi, j'ai peur de disparaître ici de Zoom. En fait, c'est la fenêtre conversation. Donc, tu n'as pas à cliquer, tu as juste à continuer OK, parfait. la fenêtre conversation, puis j'ai juste répondu à la personne qui avait posé la question. Donc, ne Parfait. t'en Okay. préoccupe pas. Tu m'as dit s'il y a quelque chose. Non, continue, puis t'en fais pas. OK. Donc, le public. Alors, comment on trouve cette information? Qui est notre public? Imaginez, c'est sûr qu'on a déjà dans notre tête et c'est intéressant de l'écrire dans un papier comme c'est important de créer le avatar. On parle d'avatar, mais on parle parfois de persona. Si on crée une seule personne qui englobe tout notre public aux 2-3 personnages différents, comment c'est cette personne? Normalement, on donne un nom à cette personne, comme disons, c'est Mireille, c'est une femme, elle habite à Montréal, elle a 39 ans. Je viens de savoir. J'ai donné ton âge. mon âge, c'est pas grave. Elle va faire 40 ans l'année prochaine. Oui, l'année prochaine. Elle a 2 enfants. Disons, là, je vais créer un personnage imaginaire, mais elle a 2 enfants, elle est mariée, elle habite à Villeray. Quand je sais exactement c'est qui cette personne-là, c'est plus facile de faire la communication avec elle. Alors, moi, je vous suggère fortement de penser à cette personne-là. Premièrement, la personne qui vous croit qui est votre persona. Deuxièmement, avec les recherches SurveyMonkey, Google Spreadsheet, des formulaires, découvrir qui est exactement cette personne, qui est votre public. Et là, c'est comme parfois à travers des infolettres, à travers des outils en ligne, Facebook, Instagram, pour demander aux gens qui vous suivent déjà, qui ils sont, quel est leur âge. Parfois, il y a quand même des analyses de données ici, comme Facebook te donne tous les rapports finaux de vos publics qui suivent vos pages. Mais c'est ça qui parfois est erroné parce que, comme par exemple, ma mère, elle aime ma page, elle aime toutes les posts que je fais et ma mère, elle n'est pas mon public. Elle aime parce qu'elle veut être en contact avec moi, mais elle est mon public imaginé, mais elle n'est pas mon public réel. D'autres façons de trouver vos publics, c'est les concours. Ça marche très bien. Donner des billets gratuitement à partir du moment que la personne remplit un formulaire, te donne des informations qui sont précieuses. Là, j'ai un exemple vraiment intéressant. La conversation. Moi, je viens de retourner de Banff. Je suis en train de faire une résidence en leadership avec l'École nationale des théâtres. Et nous sommes allés dans un musée, dans un petit musée à Banff qui s'appelle White Museum. Et on a connu la nouvelle directrice artistique. Elle nous a dit qu'à chaque semaine, une personne de la compagnie du musée doit s'asseoir dans une des salles d'exposition et rester là-bas pendant 1h30. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle veut voir les publics, voir qu'est-ce qu'ils parlent entre eux, voir quelles sont les œuvres qu'ils aiment les plus, combien de temps ils passent là-dedans, qu'est-ce qu'ils sentent, et là, elle doit prendre des notes. À chaque semaine, ils ont une rencontre de l'équipe et ils donnent des rétroactions à ce qu'ils ont vu. Alors, la conversation, ils parlent avec quelqu'un, mais aussi ils observent. Il y a un autre point ici qui est observation. Parfois, c'est comme pour les gens qui travaillent dans les théâtres, rentrer dans les foyers pendant qu'on attend pour rentrer dans les spectacles et écouter les conversations, regarder les personnes qui sont là, c'est plus des femmes ou plus d'hommes, quel est l'âge, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils parlent entre eux, parce que parfois, c'est comme, ils vont parler d'un produit, d'une compagnie, d'une expérience qu'ils ont eue. C'est comme un peu l'observateur qui écoute, tu sais, comme moi, je fais ça à la ligne au supermarché. Moi, j'aime regarder qu'est-ce qu'ils achètent en face de moi pour créer des histoires. C'est un peu ça, l'observation, la conversation pour découvrir qui est votre public et quelles actions ça peut vous aider à imaginer. Des tables rondes, ça aussi avec des concours, ça marche très bien. Je sais que il y a des théâtres qui font ça ici, surtout des théâtres communautaires, qui invitent la communauté de quartier pour participer de la pratique dans les théâtres. Mais comme je vous invite à être avec moi pendant une journée, on va faire des activités ensemble, je vais vous donner des billets et je voulais savoir comment on peut améliorer nos pratiques, comment on peut faire d'une sorte que des autres personnes connaissent ce qu'on fait ici. En tout cas, c'est un peu ça. Et c'est cool parce que quand parfois on est plongé dans notre univers,
Et on ne voit pas exactement des choses que des autres personnes qui ne sont pas dans la compagnie peuvent nous donner parfois dans une phrase. Des témoignages dans les concours, dans des spreadsheets, tout ça, c'est intéressant de demander des témoignages parce que ce sont des phrases du public et qui peuvent vous aider à découvrir qui ils sont, mais aussi de montrer la similitude qu'ils ont avec quelqu'un d'autre. Infolettres avec call to action. Moi, j'aime beaucoup les infolettres. Je sais qu'il y en a beaucoup d'infolettres en ces moments, mais c'est sûr qu'il y en a un bouton en subscribe et moi, je n'ai pas peur d'avoir quelqu'un qui s'est inscrit dans une infolettre parce que c'est la meilleure façon de savoir que cette personne n'a pas besoin de recevoir l'information que j'envoie. Alors, si la personne dit non, je ne veux pas recevoir ces courriels, OK, ce n'est pas mon public, bravo, et je ne paye pas pour cette personne quand on rentre dans un univers de paiement d'infolettres. Mais une autre chose que je vois souvent ici, comme moi, je reçois beaucoup d'infolettres pour lire ce qui se passe en ce moment en marketing en ligne, je ne vois pas beaucoup d'infolettres qui invitent les publics, les lecteurs à un call to action. Call to action est aussi un autre terme de marketing numérique qui est inviter les publics à faire une action. Comme nous, on reçoit beaucoup de choses en ce moment, on reçoit beaucoup d'informations. Parfois, on ne sait pas quoi faire. Ou parfois, on dit, OK, c'est seulement une information et point, je passe à la prochaine. Mais une call to action, c'est le moment de dire à ton public qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit aimer quelque chose? Est-ce qu'il doit faire un commentaire? Est-ce qu'il doit acheter un billet? Est-ce qu'il doit partager avec quelqu'un? Quelle est l'action que tu vas suggérer à ces publics? Et ça, c'est une chose que moi, j'utilise souvent. Même quand je fais des posts Facebook, Instagram, il faut toujours donner une action. Même si l'action est lisez les contenus que je t'envoie. Mais c'est dire au public clairement qu'est-ce que tu veux parce que nous, on pense que tout est clair, mais surtout en ce moment il y a beaucoup de personnes qui ont rentré dans l'univers numérique et qui n'ont pas l'habitude, il faut donner un call to action pour avoir exactement la réponse qu'on veut. Après, comprendre votre concurrence. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'on peut aller dans leur foyer et écouter la conversation de leur public aussi? Est-ce qu'on peut suivre leurs posts Facebook, Instagram, infolettres? Quelles sont les actions qu'ils font qui sont intéressantes et comment je peux utiliser ça de ma façon, avec ma vision, avec mes valeurs, avec ma façon de me communiquer? Observation, j'ai déjà dit, et analyse des données, j'ai déjà dit aussi. Alors, on va parler de l'espace unique d'une marque. C'est ça qui, pour moi, c'est le plus important. Et il est divisé en 3 volets. Le premier, c'est l'image. Le deuxième, c'est l'identité. Et le troisième, c'est le positionnement. L'identité est la plus facile. Tout le monde le connaît déjà. C'est lié aux outils marketing, les logos, les slogans, les styles, les tons, la couleur. C'est l'identité visuelle. L'image, c'est un peu comme qu'est-ce que je pense quand je vois ça, la réputation, l'émotion, l'impression et la croyance. C'est un peu comme, nous, on fait cet exercice souvent, on voit comme la marque LOL, qui moi, je vais donner un exemple après. On voit le petit tapis jaune partout à Montréal et on dit, ah, c'est une personne qui pense au bien-être. On a seulement vu les tapis, mais on a déjà beaucoup de choses qui viennent à l'esprit quand on voit ces tapis. Et parfois, on dit « Ah, elle a fait du yoga aujourd'hui et moi, je n'ai pas fait. » Mais c'est un peu comme comment on crée cette relation avec une marque, comment on peut faire en sorte que la personne va voir la marque de notre compagnie ou de nos projets artistiques et dire « Je comprends exactement, je sens déjà quelque chose quand je vois ça et c'est quoi cette émotion que je sens, que je ressens. » Et un troisième, c'est le positionnement, que c'est la vision, les valeurs, la mission, mais aussi les actions. Qu'est-ce que tu fais pour te positionner en tant que marque? C'est quoi ton expression et c'est quoi l'expérience que tu donnes à ton public? Moi, j'aime beaucoup cette slide-là, mais comme Mireille elle a dit, on va partager ça avec tout le monde après et vous pouvez travailler là-dedans. Parce que moi, je pense vraiment dans un exercice de dire comme, c'est quoi ma réputation, c'est quoi mon émotion, c'est quoi l'impression que je donne et tout ça pour faire à l'écrit et découvrir ici. Et même avec vos équipes, comme envoyer cette feuille à chaque personne de l'équipe et savoir qu'est-ce que chacun pense. Parce que si au sein de l'équipe, il y a déjà des divergences, ça veut dire quelque chose. Quand tu es avec un commanditaire, qu'est-ce qui est important de lui communiquer? Est-ce que c'est plus important de lui communiquer ta vision ou ta mission, par exemple, ou un peu des deux?
Et quelle est la distinction pour toi entre mission et vision? Je sais que peut-être certains d'entre vous, participants, vous savez c'est quoi, mais peut-être que pour certains, il faudrait préciser cet aspect-là. Mais moi, je dirais que ici aussi, c'est commun de voir dans presque tous les sites web la mission, la vision et les valeurs des compagnies artistiques. Et ça, c'est pas normal au Brésil. Parce que c'est qui exactement qui lit ça? Moi, je pense que la mission, la vision et les valeurs, ils sont plus importants pour nous euh, que pour les autres. Mais je dirais que s'il y a quelque chose que je veux dire à mon commanditaire, c'est l'image des marques. Réputation, émotion, impression et croyance. Ça, c'est plus important parce que c'est une chose comme moi, je vois Nike et je sais que c'est action. C'est just do it. C'est comme c'est une phrase qui me dit déjà plusieurs choses. Moi, je ne parle pas de la mission de Nike et je parle d'un exemple des sports, mais c'est pour dire qu'il y a des choses qui sont comme... Et l'exemple de Nike est vraiment cool parce qu'au début, c'était Nike à l'écrit et les symboles. Et dans un moment donné, ils ont dit, on n'a plus besoin de ça, d'écrire Nike parce que les personnes vont voir les petits symboles comme McDonald's, ils vont savoir déjà c'est quoi. Quand les marques, elle est très, très forte, on sait déjà, on sent déjà l'émotion, la réputation, l'impression tout ensemble. Alors, moi, je dirais qu'au lieu de dire la mission, la vision, c'est sûr qu'elle va être ensemble dans les discours, mais moi, je dirais l'émotion. Pour moi, l'émotion, en ces moments, c'est le plus important. Et c'est la chose qu'on cherche le plus dans ces moments. C'est comme, c'est quoi l'émotion que je vais avoir quand je vais avoir une exposition, quand je vais au musée, quand je vais au théâtre, quand je vais avoir un spectacle de musique. C'est un peu comme, c'est quoi, comment je vais rentrer dans cet espace et comment je vais sortir après. Je n'ai pas répondu les options que tu m'as données, mais c'est sûr que c'est tout ensemble. Et la différence entre mission et vision, souvent, la vision, elle est déjà implicite dans la mission pour moi, parce que la mission, elle est à long terme et la vision, c'est comme on se voit dans les futurs. Bon, ça, il y a beaucoup de personnes qui disent des choses différentes par rapport à la mission et les valeurs et la vision. Mais moi, je dirais que je parle beaucoup de la vision ici, mais la vision, c'est un peu comme comment nous, on se voit et non la vision de la compagnie en soi. C'est comme nous, on est aperçu par les publics et par nous-mêmes. Mais si on sait déjà, si c'est en nous déjà tous les concepts de la compagnie, les concepts artistiques d'un projet, on n'a pas besoin d'écrire une belle phrase, et comme c'est un peu la vente en soi, mais une phrase, parfois une sensation, une motivation qui va déjà donner toutes les clics de l'espace unique d'une marque. Oui. Ben, c'est intéressant de cibler, de dire ce qu'il faut communiquer, surtout c'est l'image de marque. Il y a des aspects qui, en effet, que le commanditaire n'a pas besoin de savoir trop en détail. Donc, super, merci. Et ça, c'est intéressant aussi parce que parfois, on veut tout dire et la personne, elle ne veut pas tout savoir. Et c'est ça aussi comme, moi, j'ai dit que normalement, on a 3 projets différents. Les projets qui sont dans notre tête, notre rêve, comme notre pensée artistique. Les deuxièmes projets, c'est les projets qu'on envoie pour les commanditaires, pour les demandes de subventions et pour les gens qui vont participer au projet, même pour l'équipe. Et le troisième, c'est qu'il y a la réalité que le public va apercevoir. Alors, à la fin, on a 3 projets complètement différents. Et comment travailler avec ces 3 projets et comment parler de ces 3 projets. Quand je parle avec mon équipe, c'est une chose. Quand je parle avec mon commanditaire, c'est une autre chose. Et quand je parle avec mon public, c'est complètement une autre chose parce que là, il n'appartient plus à moi, il appartient à la personne qui les sent, qui les voit. Et c'est ça que c'est l'enjeu parce que parfois on dit, mais non, c'était ça. Et la personne, non, c'est pas ça que j'ai vu. Ou même les commentaires vont dire, mais non, c'est pas ça que tu as fait. C'est comme, c'est un peu, c'est notre tête. Alors, comment construire cet espace unique? Comme j'ai dit, il y a cette promesse de marque. C'est l'avantage les plus convaincants, émotionnel et rationnel. C'est un peu comme les points sucrés des gens, comme quelle est ta mission en tant qu'humain. Mais c'est les valeurs uniques de ton projet, c'est la promesse que tu vas donner à quelqu'un d'autre. La raison de croire, ce sont des preuves concrètes que votre organisme est capable de tenir sa promesse. Et là,
la raison de croire aussi, il y a 3 différentes raisons de croire. La première, c'est comment tu vas parler à ton équipe, comment tu vas parler avec ton commanditaire et comment ton public va percevoir tout ça. Il y a les mood boards et les couleurs. Je vais donner un exemple. Moi, j'aime beaucoup les mood boards. Langage, style. Et là, on parle, à partir du moment qu'on a le avatar, la persona, c'est plus facile de passer à ces étapes-là. Le langage, si on a un public plus jeune, on peut travailler le langage de notre façon si on a un public dans la soixantaine. Les styles, même chose. Est-ce qu'on peut utiliser des emojis? Moi, j'ai un autre exemple pour les emojis aussi. Est-ce qu'on peut jouer avec les mots, faire des blagues, poser des questions? Quelles sont les photos qu'on va choisir? Quels sont les éléments qu'on va choisir? Si on sait exactement c'est qui notre personnage, c'est plus facile de jouer là-dedans. Les call to action, que j'ai déjà dit, et les hashtags. Quels sont les hashtags qui nous représentent? Parfois, c'est des hashtags de la compagnie, parfois, c'est des hashtags des projets, parfois, c'est des hashtags ciblés au post quand on parle des réseaux sociaux qu'on va utiliser. On n'a pas besoin de mettre toujours les mêmes hashtags tout le temps parce que c'est un peu plate. Mais c'est un peu comme, quels sont les hashtags qui me représentent? Parfois, des gens disent, ah, mais non, les hashtags, c'est les passés. Mais même Instagram, en ce moment, au lieu de suivre des gens, tu peux suivre des hashtags. Alors, moi, je veux suivre Culture Montréal, Culture à Montréal. Là, je peux mettre cet hashtag et je vais voir tous les posts que quelqu'un a mis les hashtags Culture à Montréal. Alors, c'est important de savoir c'est quoi ton hashtag. Et parfois, même faire des blagues avec des hashtags, comme un hashtag énorme que personne ne va chercher, mais qui dit quelque chose déjà de ton post. Les gens aiment ça. Moi, j'aime ça aussi. Mais voilà, si on peut, comment communiquer avec cette personne, avec ce avatar. Comment faire un bon positionnement. Là, c'est la partie plus drôle parce que moi, j'ai créé beaucoup de choses et là, j'ai dit, soyez simple, soyez clair. Mais c'est un peu ça, comme comment simplifier les choses, comment être ciblé à la communication, clair, irrésistible, différencié et original, crédible, durable et pérenne et aussi évolutif. Et un peu les côtés SMART, la mission SMART, mais c'est être simple, être clair. Il faut être durable au fil du temps, même si ça change, parce que la compagnie change, les projets changent aussi. Alors, il y a aussi le côté évolution. Mais pour moi, l'intéressant est les mots irrésistibles. Et parfois, tu n'as pas besoin d'écrire une chose magique, mais comme être irrésistible pour cette personne qui est dans l'entonnoir, il va couler. Alors, ici sont des exemples des mood boards. Mood board, moi, j'aime beaucoup faire des mood boards. Je fais parfois même pour mes posts. C'est comme, quelles sont les couleurs, quelles sont les images, quelles sont les représentations pour mon projet ou pour ma compagnie. Alors ici, à gauche, c'est un mood board que j'ai fait pour une artiste en danse contemporaine. Et là, on voit qu'elle est un peu nostalgique, la carte, les plantes, on a des couleurs un peu similaires. Elle m'a envoyé des photos et nous, on a choisi ça pour faire son mood board. Mais on voit comme des femmes, c'est féminine, c'est délicat. Et on sait déjà comme ce sont des mots qui vont me faire découvrir son image de marque. Et du côté droit, c'était un festival jeune public. Et là, il est un peu comme la malléabilité, les couleurs, les jeux. C'est un peu comme hors commun, mais ce sont des jouets pour les enfants. Et il y a des couleurs qui sont un peu partout, les couleurs forts, vivants, qui montrent aussi comment on peut travailler dans les images et dans la communication. Et là, normalement, les gens me demandent, OK, je vois que la fille à gauche, elle est un peu comme verte, jaune, orange et noir et blanc. Comment on va utiliser ça dans la vie réelle? Et là, il y a 2 exemples. Je reviens à LOL. J'aime beaucoup la façon dont il travaille. Et Lululemon, je sais que moi, je ne donne pas des exemples culturels, mais c'est par extrait. Moi, j'avais... Comment j'ai dit ça? Par exprès. C'est par exprès que tu n'as pas Par exprès, mis. exactement. Ouais, parfait. C'est pour montrer que ici, j'ai copié une partie seulement. C'est sûr qu'il n'y a pas de jaunes partout, mais on voit le tapis que moi, j'avais dit avant et les couleurs jaunes. C'est pas toujours, mais on voit ici comme il y a des hexagones qu'ils font. Alors, c'est 1. Il y a un V ici, il y a un V au contraire et V ici. Et ici, à Lululemon, c'est les rouges. Il n'est pas toujours présente, mais on sent même les filtres qu'ils ont utilisés dans les photos. Ici, il y a un filtre un peu rouge.
C'est pour montrer que moi, j'ai une identité. L'identité, elle est liée à une couleur. C'est la façon plus simple de le faire, mais parfois, quand on regarde notre Instagram et on dit, c'est quoi la connexion entre chaque image qu'on a choisie? Et parfois, il n'y a pas de connexion. Et c'est ça qui fait d'une sorte que la personne va dire, je ne comprends pas exactement qu'est-ce qu'elle veut me communiquer. Ici, un exemple de hashtag. Ça, c'est la corbeille de mon courriel de la semaine passée. Je n'ai pas de secret, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5 courriels que j'ai reçus avec des hashtags dans les titres et ça montre déjà, comme mes yeux vont déjà dans les cœurs bleus. Ça, c'est Montréal Art Interculturel et ils ont fait toute la campagne de cette saison en bleu. Et moi, je me rappelle toujours quand je vois les cœurs bleus, même si je n'ai pas vu d'où viennent les courriels, je sais déjà que c'est Montréal Art Interculturel. Et ça me donne envie de cliquer parce que j'aime la programmation qu'ils font. Il y a aussi Playwrights Workshop Montréal. Ils font un peu, c'est plus cute. Ils utilisent beaucoup de communications plus jeunes, c'est jeune public. Et là, il y a Petit Bonhomme de Neige. C2 Montréal, il y a deux c'est une annonce. Et là, il y a déjà 2 speakers loud qu'on voit, c'est quelque chose d'important, un à côté de l'autre. Et 2 courriels de printemps numérique, un avec un autre speaker ici et ici avec une petite rayon jaune. Mais c'est un peu comme... Et parfois, il y a des gens qui n'utilisent pas les hashtags, pardon, j'ai mis hashtag, mais ce n'est pas hashtag, c'est emoji. Hein. Je viens de me rendre compte. Mais ici, on voit comme les vols d'Alexis, c'est promotionnel. Au lieu d'utiliser les emojis, il utilise des petites étoiles ici, Espagne direct. Mais ça me donne envie de voir ce qu'ils ont écrit. Et parfois, c'est comme seulement différencié dans une liste énorme des courriels. Et là, tu as plus de chances d'être cliqué et d'être lu. C'est une action aussi que tu fais à ton public. 2 exemples de positionnement. Moi, je travaille aussi au Cirque du Soleil en tant qu'interprète d'artistes. Les artistes qui arrivent à Montréal et qui ne parlent ni anglais ni français, surtout qu'ils parlent portugais et espagnol. Et j'accompagne beaucoup les campagnes du cirque. Ils ont créé, ça fait comme quelques semaines, le Color Me Cirque. C'est un hashtag, Color Me Cirque. Et c'est Kyle, une artiste qui est aussi maquilleur. Et il montre le backstage des maquillages de cirque à chaque semaine. Je pense que c'est à chaque lundi. Et c'est un peu comme Cirque, il a découvert que pour son positionnement, il n'est pas seulement ce n'est pas seulement une compagnie de cirque, mais ce que les gens aiment le plus, c'est de voir les coulisses, le backstage. Alors, la première action qu'ils ont fait, c'est les billets coulisses. Et là, tu payes plus cher pour arriver un peu plus tôt, les tapis rouges, tu bois un peu quelque chose dans les bars, tu vas rentrer dans les coulisses, tu vas parler aux artistes avant les shows. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a en arrière, les maquillages. Et aussi, ça, c'est tout nouveau. Ça a commencé cette semaine. Les hashtags Cirque It Out. Et ce sont des artistes qui montrent les entraînements physiques. Alors, les gens qui suivent, une des communautés qui suit les cirques sont des artistes ou des gens qui aiment les sports, qui aiment les activités physiques, qui aiment les body shaping et tout ça. Et là, ils ont dit, OK, on va montrer ça dans les coulisses aussi. Et là, il y a ces couples qui montrent ensemble ce qu'ils font en termes d'activité physique pour chaque membre de son corps et tout ça. C'est vraiment chouette. Et c'est sur Facebook et aussi sur Instagram. Alors, la première hashtag est Color Me Cirque et la deuxième, c'est Cirque It Out. Un exemple culturel que j'aime beaucoup, malheureusement, c'est pas... Question pour toi. Excuse-moi, Laetitia, j'ai une petite question Oui? pour toi qui vient d'un participant. Est-ce que c'est quels réseaux sociaux que c'est le plus pertinent d'utiliser en ce moment au Québec, à Montréal et au Québec? Est-ce que c'est Facebook, Instagram? Est-ce que Twitter, on l'utilise? Qu'est-ce que tu suggères? Si vous avez le temps et la personne, moi, je dirais, faites tout. Parce que ce qui se passe, c'est que tout change tout le temps. Facebook, il essaie de faire plus communautaire, plus personnel. Et là, c'est compliqué en ce moment parce qu'ils viennent d'échanger l'algorithme. Et là, ça veut dire que si tu fais un call to action, dépendamment de comment tu l'écris, Facebook ne montre pas ton post à tout le monde. Alors, ça contredit quelque chose que j'avais dit avant. Mais c'est sûr que ça dépend de la façon dont vous dites. Si vous créez en communauté, sur Facebook, ça marche très bien. Alors, si vous pouvez, par exemple, faire un groupe Facebook
comme un groupe d'études, un groupe des fins de ton organisme, là, les groupes marchent très bien. Mais sous les timelines en soi, ça marche seulement si tu payes en ce moment. Et ça peut changer la semaine prochaine. Là, j'ai dit comme, fais tout si tu peux, mais Facebook est en transition en ce moment. Instagram est en haut, partout, et des vidéos, surtout des vidéos, le Insta Live, des stories et toutes sortes de choses. Il y a IGTV en ce moment, Instagram TV, télé, mais je pense que c'est TV la traduction. Mais la question, et Twitter, il est plus comme nouvelle actualité. C'est un peu comme, moi je dirais moins pour les domaines culturels Twitter, mais entre Facebook et Instagram, moi je dirais les deux. Et jamais fait les mêmes posts dans les deux. Et là, c'est les problèmes parce qu'on doit faire un et on doit faire autre. Instagram est plus image, est plus beauté et vidéo. Instagram Stories et IGTV. Et Facebook, moi, je dirais plus communautaire. Mais c'est sûr que si tu n'as pas le temps, la seule chose qui est compliquée, c'est quand on rentre sur une page et là, on voit comme, la personne a mis les dernières posts, ça fait une semaine. Moi, je dis, il ne fait pas beaucoup de mises à jour. Et moi, je décroche. Et ça, c'est ton comportement général, c'est pas seulement moi. Mais si tu peux comme faire un post par semaine, si tu n'as pas le temps, fais un post par semaine, mais Facebook et Instagram. C'est sûr qu'il y a TikTok en ce moment qui commence à grandir, mais c'est plus jeune. Alors, on ne sait pas encore comment ça va marcher. Et ça peut tout changer à chaque semaine. C'est un peu comme, c'est où ton public. Et là, les outils, Google Spreadsheet, les surveys et tout ça que j'ai dit avant, peut t'aider aussi. C'est où que tu as trouvé cette information? Quels sont les réseaux que tu utilises le plus? Là, c'est ton public qui va te répondre. Et là, peut t'aider aussi. Mais je dirais les deux pour l'instant. OK, merci. Un exemple culturel, malheureusement, il est en construction en ce moment. Malheureusement, non. Heureusement, ils sont en construction en ce moment, alors ça n'existe plus. Mais c'est les centres de théâtre d'aujourd'hui. Moi, je les aime beaucoup. Ils ont une communication très claire. Par contre, il y a une habitude, et là, c'est une habitude québécoise en général, et je comprends aussi pourquoi, mais là, je pense que c'est plutôt personnel de faire tout un peu égal, tout un peu déjà prévisible dans les campagnes. Comme moi, j'ai travaillé au Salon du livre cette semaine et moi, je sais déjà, je prends un livre et je sais déjà qui est l'éditeur. Parce que pour les éditeurs, c'est plus important de montrer qui ils sont que c'est quoi les projets. Bon, c'est mon opinion, eux. Mais comme la campagne, les saisons de théâtre qu'on voit partout, on sait déjà c'est quoi les théâtres. C'est sûr qu'il est lié à un directeur artistique, il y a toute une communication là-dedans, mais comme au Brésil, on n'a pas ça. Moi, j'étais un peu surprise quand je suis arrivée ici que tout est un peu similaire et non prévisible. Alors, il n'y a pas une affiche que je vois et je dis, c'est où ça? C'est au centre du théâtre d'aujourd'hui. Non. Je vais voir l'affiche, je vais dire, OK, ça, c'est l'état. Je sais déjà. Et ça, c'est partout. C'est un comportement général. Et je pense qu'il est lié aussi à l'identité. C'est lié aussi à ce qu'on attend ici que... ça, c'est compliqué. mais en tout cas, c'est une opinion personnelle à moi on peut oser. Je pense qu'on pourrait oser un peu plus dans la communication, surtout dans la communication et sortir un peu de la zone de confort de tout le monde. Je crois que là, en fait, Laetitia, on rentre dans la réflexion de qu'est-ce qu'on veut, sur quoi qu'on veut mettre une marque exactement. Est-ce qu'on veut mettre une marque sur notre projet ou sur notre compagnie de théâtre ou sur notre galerie d'art ou sur le vernissage? Par exemple, il y a des compagnies de théâtre qui vont pas faire une pièce de théâtre à chaque année ou qui vont en faire peut-être seulement qu'une. Ils vont préférer faire une marque sur le projet. Tandis qu'il va avoir. Donc, ça, je sens que c'est un choix de qu'est-ce qu'on positionne puis qu'est-ce qu'on met de l'avant. Donc, je crois que ça fait partie de la réflexion marketing en général. Donc, c'est super. Oui, c'est vrai. Mais c'est exactement ça. Et ça marche très bien parce qu'ils ont décidé où ils vont mettre la force et la force est là. Mais c'est moi qui j'attends un peu plus de surprise, de plaisir. Oui. Et là, je pense que ça ne peut pas marcher dépendamment à qui m'écoute en ce moment, mais c'est à vous de décider comment oser et comment oser en tant que marque et en tant que positionnement aussi.
Mais pour l'exemple de Centre de théâtre d'aujourd'hui que j'aime beaucoup, c'est la police qu'ils ont choisi. Et là, c'était, bon, le théâtre, il a un grand nom, Centre du théâtre d'aujourd'hui, mais tout le monde le connaît comme CTDA. Et non, c'est Centre de théâtre, c'est DTA. Et ils ont utilisé les lettres partout, même dans la façade. Et moi, je l'aime beaucoup parce que c'est comme, moi, je sais c'est quoi et je connais, j'ai déjà une proximité avec la communication, même à travers la porte d'entrée. Alors, je pense que c'est le dernier slide avant les questions. Seulement pour parler un petit peu de dossier et rapport des commandites. En parlant de dossier, je reçois beaucoup de questions. Qu'est-ce que je mets là-dedans? Qu'est-ce que je ne mets pas dans les dossiers de communication? Qu'est-ce que c'est important, comme tu as dit, la mission, la vision, les valeurs? Moi, je l'ai mis ici, mais moi, je dirais un peu plus grand comme, c'est pas comme mission, 4 lignes, vision, 5 lignes, valeurs, 5 lignes. Parce qu'en fait, une des choses que moi, j'ai remarqué, c'est que ils ne lisent pas vraiment tous les textes qu'on envoie. Alors, qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent de ces projets? Et parfois, c'est des images. Parfois, on donne ça pendant qu'on parle avec quelqu'un d'autre et c'est notre speech qui va donner de la valeur à ce qu'on veut faire, plutôt que ce qu'on a écrit dans les papiers. C'est sûr que parfois, les papiers, après, il va être une espèce de document qu'il va regarder après et voir, ah, c'était ça qu'il a dit et c'était ça qu'il y a là. Mais en réalité, moi, je dirais que c'est plutôt la crédibilité, la transparence. Le marketing des causes, on n'a pas beaucoup parlé de ça aujourd'hui, mais c'est un peu comme... On a parlé au début, et ça vient aussi avec la dernière ligne, argent versus résultat versus visibilité versus cause. Mais c'est comme, on a une force vraiment importante ici que qu'est-ce qu'on fait en termes qu'artistes? C'est quoi notre mission en termes que nous, humains, des artistes? Qu'est-ce qu'on veut avec nos projets artistiques? On veut transformer, on veut déranger, on veut bouleverser, on veut que tu penses, on veut que tu agisses, on veut une call to action de chaque personne. Et c'est ça que je pense que c'est intéressant de mettre là-dedans dans un dossier des commandites. Et c'est la cause de ton projet. Pourquoi tu l'as fait? Un autre point... Allez-y. Par rapport au marketing de cause, il y avait aussi Morgane de Bellefeuille qui nous parlait de développer l'argumentaire dans un webinaire sur comment approcher les petites entreprises. Et il y avait aussi Jean-Philippe Alpin qui parlait du marketing de cause dans comment approcher les grandes entreprises qui sont dans des webinaires précédents. Donc, tout se tient bien, Laetitia. Tu fais bien d'en parler. Et un point que je trouve intéressant, c'est que normalement, on parle de petites compagnies ici à Montréal et comme on est des petits organismes, on a plus d'ouverture par rapport aux besoins des commanditaires. C'est sûr qu'on va respecter nos projets, nos valeurs, notre mission, nos objectifs, mais si par exemple, une commanditaire dit « Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce qu'on peut penser à un projet ensemble? Est-ce qu'on peut présenter ça de cette façon? » Là, c'est plus facile de dire oui que si tu as une grande compagnie avec une grande structure qui ne peut pas trop bouger. Alors, dans la rencontre des commandites, c'est intéressant de donner de l'espace à l'écoute et dire comme, moi, je suis ici pour te proposer quelque chose, mais qu'est-ce que tu cherches? Et là, c'est intéressant parce que parfois, les commanditaires, ils vont dire clairement, ton projet ne marche pas pour moi parce que moi, je cherche ça. Et là, tu vas dire, OK, mais c'est complètement lié à ce que je vais faire l'année prochaine. Et là, tu vas dire, OK, attendez-moi dans 5 mois, est-ce qu'on peut planifier un autre rendez-vous? Parce que j'ai quelque chose à te dire qui est complètement lié à ce que tu veux. Ou sinon, une autre chose qui est intéressante, c'est de parfois faire des connexions avec des autres projets aussi, avec des autres artistes et dire comme, ces commanditaires ne marchent pas pour moi, mais ils marchent pour la compagnie des amis. C'est comme si on peut... Si tu vas recevoir un nom, et tu peux dire ça dans la rencontre et dire, écoute, je comprends que ma compagnie n'est pas connecter avec tes besoins en ces moments, mais j'ai une autre compagnie, des artistes, des partenaires qui sont en train de développer un travail complètement connecté à tes besoins. Est-ce que je peux vous mettre en contact et tout ça? Et là, ça commence la relation qui est plus une relation d'objectifs en commun qu'une relation financière. C'est une relation à construire au fil du temps. Et pour finir, sur ces dossiers, il faut avoir les côtés argent. Oui, combien j'ai besoin de toi ou combien je pense que ça serait intéressant ou combien ça coûte les projets et combien je pense que tu peux apporter au projet. Quels sont les résultats que je vais te donner si tu me donnes cet argent? Quelle est la visibilité que je vais te donner? Quelles sont les contreparties que je vais te donner?
en sachant qu'il faut avoir l'ouverture pour dire comme, écoute, si ça ne marche pas pour toi parce que toi, tu veux faire numérique en ce moment, OK, on peut travailler ensemble, on peut planifier une rencontre avec mon directeur marketing, avec mon chargé de projet et penser ensemble à la visibilité et la cause. C'est quoi la transformation qu'on va apporter dans le monde? Pour les rapports, ça, c'est une autre chose que parfois on oublie. Même s'ils ne te demandent pas un rapport, et moi, je pense que c'est nécessaire et vraiment intéressant pour montrer la sérieuxité de ta compagnie et de ton projet. Tu peux faire un rapport du commandite en soi, mais tu peux aussi ajouter les rapports annuels de la compagnie pour montrer c'est quoi ma compagnie et comment ton argent, ton commandite m'a aidé à réussir dans les objectifs que j'avais prévus l'année précédente. Question. Ouh! Tu as coupé les sons, Mireille. Tu as 5 sons. Oh my God, merci Laetitia. Ben, super, merci. On a beaucoup appris. Donc, j'invite les participants à poser des questions. Je le sais que ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Ceci dit, pendant que les gens peut-être réfléchissent à des questions, Laetitia, ce qui m'a marqué, entre autres, c'est une petite chose. Tu donnais des exemples très concrets, mais entre autres, comment faire pour mieux connaître notre public. L'organisation d'une table ronde, je sais pas, ça m'a tout de suite fait flasher, en fait, que si on invite certaines personnes de notre public à faire une table ronde pour apprendre à les connaître, si la journée est agréable, évidemment, ils deviennent ambassadeurs de notre propre projet ou de notre propre marque, de notre propre compagnie artistique. Donc, c'est que aussi à chaque fois qu'on est en contact avec le public, qu'on lui pose des questions, ils ont la possibilité de devenir des ambassadeurs pour nous, un peu sans que ce soit volontaire ou planifié. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant, les exemples concrets que tu as donnés. Moi, je n'ai pas parlé d'ambassadeur parce qu'il y a les deux côtés d'ambassadeur en ces moments. Comme la publicité ancienne ne marche plus, il y a un mouvement qui commence, et ici à Montréal, il est vraiment fort. Il y a quand même Facebook a créé une plateforme pour les ambassadeurs. Et là, tu peux dire, et il va te dire si ton profil, il peut devenir un profil ambassadeur ou non. Il va te dire, et il va proposer, toi, en tant qu'ambassadeur, ambassadrice, par rapport à ton profil, à des différents organismes, à différentes compagnies. Mais c'est un peu comme, aujourd'hui, on est devenu tout le monde des curateurs. Comme quand tu suis quelqu'un sur Facebook, c'est parce que tu aimes ce qu'elle partage avec toi. Parfois, il y a des gens qui partagent n'importe quoi, mais parfois, il y a des gens qui partagent comme moi. Parfois, je regarde mon fil et je dis, OK, je parle exactement ce que je veux. Et je cherche aussi ma persona. Les gens qui me suivent sont ces personas. Alors, il y a les côtés un peu mauvais en ce moment de l'ambassadeur, comme il y a des appels, même Instagram, tout le temps. Moi, je reçois comme, veux-tu être ambassadrice pour cette marque? J'habite dans un quartier qui est nouveau et là, j'ai reçu comme, est-ce que quelqu'un ici, tu connais des ambassadeurs pour faire la pub de notre quartier et tout ça? Alors, il y a le côté un peu mauvais, payante, mais moi, j'aime l'ambassadeur, la question d'être ambassadeur, comme tu as bien dit, l'ambassadeur naturel. Quelqu'un qui aime ta marque d'une façon qu'il va propulser cette marque. Comme aujourd'hui, moi, j'ai propulsé la marque de Sunted d'aujourd'hui. J'ai dit que je les aime beaucoup, c'est vrai. Moi, j'ai propulsé LOL, même si je n'ai jamais participé des événements qu'ils font. Je les aime beaucoup et je les suis parce que j'aime la communication qu'ils font. J'ai montré qui je suis sur mon mail, sur mon courriel. Et c'est un peu comme même sans vouloir, je suis devenue ambassadrice de ces marques. J'ai parlé de Montréal en interculturel aussi. C'est ça qui est le plus valable, c'est quand quelqu'un parle de ta marque parce qu'il aime sans vouloir de l'argent en retour. C'est sûr que tu peux faire une relation d'argent aussi, mais la table ronde, elle est intéressante parce que les gens qui vont aller et qui vont trouver ça spécial, ils vont dire, moi, je veux continuer à participer de ça. Je ne sais pas si l'espace libre, il est aussi aujourd'hui, tu m'avais dit qu'ils étaient là, mais eux, ils font une activité vraiment cool avec les quartiers. Ils font ça, des rencontres. Ils invitent les gens de quartier à participer de leurs événements. Moi, j'habitais proche et je faisais partie de la communauté. Maintenant, je ne suis plus proche, mais je continue à participer des activités. Mais en tout cas, je pense qu'à partir du moment qu'ils ont créé quelqu'un, qu'ils ont fait quelqu'un devenir ambassadeur, c'est magique.
c'est vraiment magique. Et on peut les aider aussi. On peut dire, comme moi, je vois que tu aimes beaucoup la marque. Alors, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux te donner des billets et tu partages tes impressions? Tu vas voir toujours la première et tu vas partager ce que tu as pensé dans des stories. C'est comme, si c'est un partage et si c'est naturel, moi, je l'aime beaucoup. Pour les côtés financiers, en ce moment, c'est une transition qui se passe et là, j'attends pour voir si ça va bien marcher. Il y a des gens qui écrivent pub, hashtag pub dans la publication quand ils sont payés. Et ça, c'est cool aussi. Et ça, je pense que au Brésil, c'est obligatoire en ce moment. C'est une loi du gouvernement que si tu es payé pour faire un post, tu dois mettre ça comme clair pour le public pour ne pas utiliser ton pouvoir dans la média pour le faire. Mais je trouve ça intéressant. Les ambassadeurs, c'est sûr. Ah, super. Ben écoute, Laetitia, il n'y a pas de questions qui sont apparues. Je crois que tu as donné beaucoup d'informations aussi qui donnent à réfléchir. Donc, je te remercie infiniment. Tu es disponible sur Mentor City pour être mentor aussi. Oui. Je vois qu'il y a déjà des gens de la Saskatchewan qui t'ont oui. le grappin dessus. J'attends les gens de Montréal. Ouais, vraiment. Hein? Puis ensuite, c'est ça, je te souhaite bonne chance dans tes prochains projets. Je sais qu'artistiquement aussi, donc tu reviens de Banff parce que tu as fait l'atelier de leadership. Tu es en cours d'écriture aussi, Oui. je crois, pour une pièce de théâtre ou pour un livre. Oui. Donc, je te souhaite bonne chance pour tes projets artistiques aussi. Puis, j'invite les participants à répondre au petit sondage, à l'onglet sondage post-survey webinar, juste pour qu'on ait votre impression, à savoir si on a bien répondu aux questions et si tout est parfait. Et encore merci Laetitia et bonne journée à tous. Merci, bonne journée. J'espère que vous répondez au sondage pour savoir, comme je ne sais pas si c'est bon ou non, pour avoir une rétroaction aussi de notre rencontre. Merci. Merci Laetitia. Au revoir.